Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints et bienvenue pour cette nouvelle discussion en ligne de la Fabrique des Savoirs. Sommes-nous prêts à affronter la prochaine crise? Alors, la Fabrique des Savoirs, elle est copilotée par l'agglomération Paris-Vallée de la Marne et l'université Gustave Eiffel. C'est des actions de diffusion de la culture scientifique et technique sur le territoire de l'agglomération, mais bien au-delà. C'est la troisième fois que nous présentons un travail d'un jeune chercheur, une jeune chercheuse cette fois-ci en l'occurrence, et chaque année, l'agglomération Paris-Vallée de la Marne et la communauté d'université Paris-Est-Sup, nous propose un prix de territoire avec notre intervenante aujourd'hui qui s'appelle Cassandre Rétibaud, et on va aborder très rapidement les points d'entrée, c'est-à-dire la gestion des risques dans le contexte territorial, et puis la question des analyses pratique avec les acteurs publics de la prévention pour répondre à vos attentes, aux attentes des habitants, des populations, et puis dans le contexte aussi d'évolution du changement climatique. Comment ça se passe? Ça se passe en 4 temps, avec un moment de discussion avec Cassandre, que j'anime, et puis après, un temps de chat avec Claire, qui va vous présenter ce fonctionnement. Alors, je pense que vous êtes déjà familière avec ce genre d'outils, mais donc vous avez 3 onglets. L'onglet chat pour les questions plutôt techniques, si jamais il y a des soucis avec le son ou ce genre de choses. Un onglet questions pour poser vos questions. Et un onglet sondage dans lequel on vous interrogera peut-être au fur et à mesure de l'intervention. Merci beaucoup, Claire. On va passer la parole à Cassandre. Une première question. Pourquoi vous vous intéressez à ce sujet? Qu'est-ce qui vous a amené personnellement à travailler ce thème? Merci beaucoup d'abord. Merci pour l'invitation ce soir. Et puis, merci pour le prix de thèse aussi, décerné par l'agglomération et l'université. C'est vraiment un honneur. Moi, j'ai un parcours assez pluridisciplinaire. Et alors, on reconstitue souvent un peu, on recherche dans son passé qu'est-ce qui a fait que finalement, petit à petit, on a construit les briques de son sujet. Voilà, ça s'est fait très progressivement pour moi. Et en fait, ce qui a été assez déterminant, c'est à 15 ans, la tempête Xynthia. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en une nuit de février 2010, euh, qui a frappé l'Ouest Atlantique et qui a entraîné la mort de plus d'une cinquantaine de personnes sur le littoral français. Et donc moi, j'avais 15 ans, j'habitais pas très loin. J'ai été marquée personnellement par l'événement, mais surtout, je dirais à titre personnel, c'est le fait que mon professeur de géographie à l'époque nous a fait travailler sur la tempête, comprendre pourquoi, quels étaient les mécanismes, les choix locaux qui pouvaient permettre de sortir de juste du choc de l'événement et pour comprendre plus profondément qu'est-ce qui s'était passé et puis comment on peut faire pour éviter que ça se reproduise. Donc voilà, les professeurs, je crois que ça a été assez déterminant. Le professeur de géographie en seconde. On va essayer d'avancer ensemble justement pour comprendre toute cette logique. Il faut d'abord commencer par connaître des grandes notions, comment on encadre les risques. Et la première chose qu'on aurait envie de connaître, c'est deux définitions, la prévention des risques en amont et puis la gestion des crises en aval. Mmh. Oui, alors effectivement, parce que c'est deux notions en fait qui sont même dans le titre de ma thèse, et c'est vrai qu'elles peuvent paraître un peu comme ça, un peu abstraites. Ça correspond à des catégories d'action publique, en fait. Donc prévention des risques, c'est tout ce qu'on fait pour éviter que les catastrophes n'arrivent. Bien connaître le territoire et les risques qui peuvent y survenir, donc connaître les aléas, la vulnérabilité, et puis ensuite agir en amont. Donc pour éviter que ces risques se manifestent. À l'inverse, la gestion de crise, donc c'est plutôt l'ensemble des actions de réponse lorsqu'un événement survient. Alors, ce qui est un peu délicat, c'est que il faut se dire quand même que la gestion de crise, elle ne se pratique pas que en aval, finalement, quand la crise survient, elle se pratique aussi en amont dans toutes les actions de préparation à la gestion de crise qui, elles, prennent beaucoup de temps, qui sont aussi importantes. Et donc, les acteurs de l'urgence qu'on voit souvent, les pompiers, les SAMU, les services de police, ils ont aussi toute une activité de préparation qui se fait beaucoup plus sur le long terme. Donc, ça fait aussi partie de la gestion de crise. Alors, il y a un autre point qui nous intéresse, c'est de savoir dans quel contexte on évolue sur les risques, et notamment avec tous les paramètres qu'on peut trouver, les aléas, la vulnérabilité. Est-ce que vous pourriez nous situer à peu près le risque dans ce cadre-là? Ouais, alors ça, c'est des termes vraiment importants, qui sont un peu la base de ce avec quoi à la fois les chercheurs travaillent et puis les opérationnels aussi. C'est notamment cette différence entre ce qui est en fait,
en géographie et même plus généralement dans le monde opérationnel, on distingue, le risque est défini par un croisement entre ce qu'on appelle des aléas et des vulnérabilités. Les aléas, c'est tous les phénomènes dangereux dont on peut souvent calculer les probabilités de survenue et puis mesurer l'intensité, donc les tempêtes, les séismes, des accidents technologiques aussi, finalement. Peut-être même certains osent mettre un attentat terroriste dans la catégorie aléa. Et puis de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les vulnérabilités, donc l'ensemble des éléments sociaux, humains, physiques qui peuvent être affectés par cet aléa. Et donc, il y a très nombreux facteurs à prendre en compte. Le fait d'avoir des maisons situées en zone inondable. Enfin, si je reprends l'exemple de Xynthia, peut-être, on voit que l'aléa, c'est la tempête. Hein. Alors, conjugué en plus à la rupture d'une digue sur un espace particulier, la commune de La Faute-sur-Mer, et les vulnérabilités, eh bien, ce sont des habitations situées en zone inondable, en plus avec des habitations qui sont vraiment pas adaptées, qui n'ont aucun étage et donc les populations ne peuvent pas s'échapper, et en plus plutôt des personnes âgées, donc peu mobiles. Enfin, là, on a une accumulation de vulnérabilité spatiale, physique liée au bâtiment, et puis même sociale liée au type de population qui habite dans ces quartiers-là. Alors, une fois qu'on a brossé ce cadre général, on sait que l'action publique, elle déploie des champs d'action et des outils en lien avec ces points qu'on a évoqués. Tout à fait. On peut donner un exemple peut-être pour mieux se situer. Ouais, bien sûr, oui. Voilà, une fois que j'ai dit ça, donc il y a tout donc la prévention des risques, finalement, l'enjeu, ça va être de jouer sur ces deux aspects, l'aléa et la vulnérabilité. Donc, ce qu'on appelle maîtriser l'aléa. Donc, ça veut dire essayer d'agir pour éviter que cet aléa se propage ou même se produise. Si on réfléchit, ça peut être typiquement, c'est des digues face aux inondations. Ça va être des mesures de réduction des risques à la source pour les industries, c'est-à-dire limiter le stockage de produits qui peuvent exploser, ou alors mettre des barrières physiques, des éléments d'extinction incendie qui vont arrêter très vite un événement dangereux. Si on raisonne même à l'échelle du changement climatique, qui est quand même un élément un gros facteur de risque à l'échelle globale, c'est réduire le changement, l'ampleur du changement climatique, du dérèglement climatique lui-même. Donc là, c'est tout l'aspect maîtrise de l'aléa. Et puis, il y a tout un aspect réduction de la vulnérabilité. Là, ça passe par les modes de construction. On peut agir à toutes les échelles, du bâtiment à la ville. On peut agir sur des individus, on peut agir sur des collectifs, des organisations, des entreprises, des villes. Il y a vous allez donner des exemples à la suite de ces différentes entrées. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'on cherche à protéger les populations. Il y a deux notions importantes, c'est la sécurité publique et la sécurité civile. Est-ce que là aussi, on pourrait les définir ? Oui, alors c'est des notions importantes parce que, autant pour la prévention des risques, je vous ai dit, c'est une catégorie d'action publique, c'est un champ d'action publique, un ministère, il y a des directions qui sont, c'est assez clair. Autant sur la gestion de crise, en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus flou et beaucoup moins clair, en fait, même historiquement, si on essaie de refaire la chronologie, le terme de gestion de crise, il n'existe quasiment pas dans l'architecture institutionnelle française. En fait, ce qui existe, c'est d'autres notions que sont la sécurité civile, la sécurité publique, qui sont beaucoup plus anciennes et en fait sur lesquelles la gestion de crise s'appuie. Et donc la sécurité publique, c'est tout ce qu'on appelle le maintien de l'ordre et de la salubrité publique, donc avec le pouvoir de police du maire, du préfet, qui est vraiment de régler la sécurité dans l'espace public. Et la sécurité civile, c'est un petit peu plus spécifique. C'est quelque chose qui date des années 70. En fait, c'est assurer les opérations de secours pour les populations. C'est un héritage en fait du monde militaire. En fait, de la défense civile, la défense nationale, on essaie de protéger les populations face à des agressions militaires extérieures, et notamment on a développé des réseaux de sirènes en France pour alerter la population en cas d'invasion militaire. Et puis, en fait, ces sirènes-là ont été réutilisées pour faire face à d'autres types de dangers, plus internes, notamment les industries dangereuses, les barrages qui peuvent céder brutalement. Et donc, après, on a tout un tas d'autres outils
inspirés du milieu militaire qui vont venir servir la protection des populations civiles face à toutes sortes d'autres accidents, problèmes. Et donc, on a les exercices de sécurité civile et d'autres outils. Il y a quelque chose qui est intéressant dans ce que vous venez de citer, c'est les exercices de simulation. Est-ce qu'on pourrait revenir sur ces exercices qui sont importants? Ouais. Alors les exercices, exercices de sécurité civile, exercices de simulation, on a plusieurs termes. Alors ça peut être, il y a vraiment plein de choses différentes qui existent. Ce qui est important alors il y a plein de choses qui existent. Ce qu'il faut se dire, c'est que il y a un certain nombre qui sont obligatoires, qui sont au cœur de l'action des services de secours, qui ont besoin de s'entraîner régulièrement, tester des protocoles, etc. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que il y a aussi plein d'autres usages. On peut vraiment diversifier, impliquer beaucoup plus d'acteurs finalement, parce que dans la gestion de crise, il n'y a pas que les professionnels des secours qui vont être impliqués. Finalement, il y a un peu tout le monde potentiellement. Et donc, il y a un vrai enjeu à essayer d'élargir le nombre d'acteurs parties prenantes de ce genre d'exercice. Donc, il existe suivant les territoires des choses pour un peu diversifier, mais c'est encore assez difficile parce que, alors là, il y a des travaux de chercheurs qui montrent bien ça, que ça reste un domaine où c'est l'État surtout qui est responsable de ça, où l'État veut pas trop montrer de faiblesse, et donc il y a un peu tendance à l'utiliser comme un outil de démonstration de force et de capacité, plutôt que d'essayer de voir vraiment l'utiliser comme un outil pour essayer de voir ses propres faiblesses et où s'améliorer. Je vais vous poser une première question pour lancer le débat, c'est la question des procédures. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, avec tout ce qu'on vit, qu'elles sont toutes adaptées, ou est-ce qu'il y aurait besoin d'y réfléchir? Parce que là, une fois qu'on a ces grandes notions, on comprend à peu près où on est situé, mais est-ce qu'on est sur des procédures qui sont datées, des choses qui devraient évoluer, qui changent avec le contexte? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu cette actualité? Ouais, alors après, c'est pas forcément évident de répondre comme ça à la pertinence des procédures. C'est sûr qu'elles sont assez datées et c'est assez difficile, justement, de réussir à intégrer plus largement les populations. On avance vraiment par touche. Il y a eu une grosse loi en 2004 qui dit que tout citoyen est acteur de la sécurité civile. Donc ça a été quand même une assez grosse révolution parce que ça veut dire on reconnaît que l'ensemble de la communauté nationale, tout le monde est concerné par ce sujet-là. Et puis, par exemple, pour vous citer un autre exemple, on est en France très hiérarchisé, très hiérarchisé, et puis on est très héritier de nos couches administratives traditionnelles. Et donc, par exemple, c'est vraiment le maire et puis le préfet qui sont les deux grandes figures de la réponse à la gestion de crise à l'échelle locale. Mais par exemple, un défi majeur aujourd'hui, c'est le fait que l'essentiel des ressources qui existent pour répondre à l'échelle locale à un événement dangereux, elles sont situées à l'échelle intercommunale et pas à l'échelle communale. Les services de l'eau, de l'électricité, des déchets, des transports sont rarement organisés à l'échelle d'une commune. Ils sont plutôt organisés à l'échelle intercommunale. Et donc, alors, on peut plus penser au niveau des territoires que trop localement, si j'ai bien compris. Il y a un enjeu. Alors, c'est des choses qui sont un peu en train de développer. Si je me trompe pas, c'est en 2021. Il y a une obligation justement pour que, alors on reviendra sans doute dessus sur les outils existants à l'échelle communale. Ils essayent d'être développés davantage à l'échelle intercommunale. Donc voilà, il y a vraiment l'histoire de où sont détenues les ressources et qui est responsable d'intervenir. Ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on voit le poids de l'histoire et historiquement comment la puissance publique elle a investi cette question de la gestion des catastrophes en France. Et on a plusieurs exemples qui sont intéressants. Les histoires des inondations qui nous préoccupent aujourd'hui, la question des barrages réservoirs après les crues en 1910. Qu'est-ce qui s'est fait à cette époque et qu'est-ce qu'on voulait régler? Alors, oui, grosse et vaste question. Alors, les barrages post-1910, c'est surtout en Île-de-France. C'est pas spécialement c'est pas là-dessus que j'ai fait ma thèse, mais j'avais travaillé un peu plus là-dessus auparavant, donc j'ai des éléments de réponse, et puis de toute façon, sur les barrages plus généralement. Donc, la crue de 1910, je pense que c'est un peu la référence, on y revient souvent. Il faut faire attention parce que la crue d'aujourd'hui, elle serait très différente de la crue de 1910.
Et donc, à l'issue de cette crue, ouais, effectivement, on a mis en place tout un tas de mesures, notamment, alors en fait, il y en a deux. Il y a des barrages faits en amont de la Seine pour retenir l'eau et éviter que l'eau, pour réduire les niveaux d'eau, ce qu'on appelle écrêter les crues. Et puis, dans le même temps, on a aussi des digues, ce qu'on appelle des murettes, qui sont construites dans Paris et dans le reste de l'Île-de-France. Ce qu'il faut vraiment... Tout ça, c'est efficace. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qui est compliqué, en fait, c'est que aujourd'hui, les barrages ont plusieurs usages. En fait, ils ne servent pas seulement à écrêter les crues, c'est-à-dire à diminuer, à réduire le niveau d'eau en cas d'inondation, mais ils servent aussi à maintenir le niveau d'eau pendant les périodes plutôt sèches, pendant l'été, ce qui est de plus en plus un enjeu majeur. Donc, en fait, il y a tout un enjeu toute une question de réglage très, très fin de comment est-ce que on veut que, alors au début de l'hiver, les barrages sont vides, bien sûr, puisque c'est plutôt pendant l'hiver que les crues arrivent, et puis ils vont se remplir progressivement, mais il y a vraiment une difficulté importante. En général, à la fin de l'hiver, ils sont pleins. Et c'est par exemple ce qui s'est passé en juin 2016, si je me trompe pas. Il y a eu une crue importante de la Seine en Île-de-France, et notamment parce que les barrages ils étaient déjà pleins pour maintenir les niveaux d'eau pendant l'été, ce qui est vraiment aussi primordial. C'est pas anecdotique, c'est pour la navigation, pour les industries, pour l'agriculture, pour la consommation d'eau, évidemment pour les écosystèmes. Donc voilà, il y a un enjeu vraiment important là-dessus. Et puis peut-être pour rajouter sur l'efficacité des barrages, dire que on est sur de tels volumes d'eau que ça suffira jamais en fait. Et en réalité, alors j'ai pas retrouvé les chiffres exacts. Il y a un super article de collègues, je pense que dans le chat, il va peut-être être repartagé, un article d'Alexandre Brun et de Frédéric Gache sur ce sujet. Et il montre bien que en fait le niveau d'eau total que ces barrages peuvent recueillir est en fait très faible. On parle de si je ne me trompe pas, d'environ 70 cm d'eau. La crue de la Seine, on parle de 8 mètres. Donc, c'est utile, mais c'est pas la panacée. Il y a plein d'autres choses à faire. Ça veut dire qu'on a commencé à y réfléchir il y a un certain temps, une centaine d'années, mais qu'en fait, il y avait vraiment le besoin de faire quelque chose. Et il y a une date importante, je crois que c'est 1983, c'est la création d'un secrétariat général à la prévention des risques auprès du Premier ministre. Oui. On va revenir sur cet événement parce que ça, c'est marquant. Oui, alors tout à fait. C'est vraiment important. Puis alors moi, je suis pas mal revenue là-dessus au début de mon travail parce que en fait, il y a vraiment, c'est important que vous souligniez, c'est auprès du Premier ministre. Bon, c'est la première fois qu'on se dit en France, voilà, il faut qu'on prenne en charge ce sujet des risques comme un sujet global et pas seulement s'intéresser à l'inondation, seulement s'intéresser aux risques sismiques, seulement s'intéresser aux risques technologiques, mais avoir un panel d'outils qui va être un peu commun à ces différents risques parce que finalement, ils procèdent de même logique à chaque fois. Donc, c'est une révolution. Puis, en plus, ça va vraiment permettre progressivement, alors c'est pas immédiat, mais de mettre à l'agenda et de vraiment développer des outils, développer des politiques publiques de prévention des risques. Et c'est là où il y a quand même un peu un échec, moi je trouve, là-dedans, c'est que la tentative de ce premier secrétariat général, c'était à l'échelle du Premier ministre. Ça voulait dire que ça dépassait complètement les silos existants entre... C'était interministériel, c'est ça? C'était interministériel. Voilà. Tout à fait. Entre le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Intérieur, qui est principalement responsable de la gestion de crise. Et en fait, donc ça voulait dire essayer de mener une politique publique vraiment unique sur ces sujets-là. Et moi, c'est une question qui a vraiment été centrale dans ma thèse. C'est, en fait, comment ça se fait, comment on arrive à faire à l'échelle locale pour relier ces deux sujets-là, alors qu'à l'échelle nationale, c'est très séparé. Et en 83, il y a eu la tentative de faire quelque chose d'intégré à l'échelle nationale, mais en fait, très rapidement, ce secrétariat général bascule au sein du ministère de l'Environnement et va mettre en place des politiques au sein du ministère de l'Environnement. Et va finalement
pendant assez longtemps perdre le lien avec la gestion de crise. Qui revient un peu, c'est les choses sur lesquelles j'ai Et au travaillé. niveau des leviers, pour être concret, ça veut dire qu'il y a plusieurs outils. Il y a un plan de prévention des risques et il y a une réglementation par zone. Comment est-ce que ça s'applique concrètement, de manière très concrète sur le territoire? Alors, oui, donc, voilà, parmi les outils de prévention qui sont développés qui sont mis en avant et renforcés progressivement avec la mise en place de ce secrétariat général, il y a donc cet outil, peut-être que certains le connaissent, c'est quand même vraiment un des outils phares de la gestion des risques en France, qui est le plan de prévention des risques. Alors, ça peut être un plan de prévention des risques d'inondation, un plan de prévention des risques technologiques, un plan de prévention des risques littoraux. Enfin voilà, on décline suivant le type de risque. Et très concrètement, en fait, c'est des plans qui viennent réguler l'urbanisme, dire dans quelle zone on a le droit de construire et dans quelle zone, eh bien, les zones qui sont considérées vraiment comme trop dangereuses, où il y a complètement une interdiction de construire, voire même en fait des procédures d'expropriation, parce qu'on considère que c'est vraiment trop dangereux et donc qu'il faut pas laisser des gens ou des activités continuer à être présents ici. Et puis, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute une zone aussi où on n'est ni dans l'interdiction totale, ni dans le laisser-faire total, ce qu'on appelle souvent les zones bleues de CPPR, de plan de prévention des risques, où là, à l'inverse, on va autoriser une constructibilité sous conditions. Donc, avec voilà, plein de conditions qui vont s'imposer à l'aménagement. Merci beaucoup. Un point aussi qui nous intéresse, c'est aujourd'hui, 2024. Et pour les habitants et les habitantes, c'est la question des protections financières. Une fois qu'on est victime d'une catastrophe, est-ce qu'il y a différents types de productions et de quel ordre sont-elles? Est-ce que ce sont les villes, les départements, les régions ou l'État qui nous aident ou qui peuvent nous aider? Qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Alors, l'essentiel de ce qui existe, c'est une procédure nationale qui s'appelle CatNat, pour catastrophe naturelle. Alors, je voudrais insister sur le fait que ce nom est pas très heureux parce qu'il donne l'idée qu'il y a des catastrophes naturelles, alors que justement, le gros travail des géographes, c'est de dire qu'il n'y a pas de catastrophe naturelle, il y a des aléas naturels, mais il y a la composante humaine de là où on construit, comment on construit, qui on met où. Ça, c'est aussi un élément important de l'explication de l'ampleur de la catastrophe. Mais bon, moi, je peux pas contrôler les noms. Donc, ça s'appelle comme ça. C'est un assez vieux système qui date en fait de 1982, donc très simultané de cette période dont on parlait avec la création du secrétariat général. Et donc, concrètement, c'est un fonds que tous les Français qui sont assurés payent. Vous et moi, tout le monde contribue à ce fonds. En fait, c'est une surprime qui est présente dans tous les contrats d'assurance de 12% actuellement et qui va passer à 20% au 1er janvier 2025. Et donc, voilà, ça permet, en fait, et du coup, c'est les autorités publiques qui gèrent, le fonds CatNat, catastrophe naturelle, qui gère cet argent et qui vient l'allouer après les événements catastrophiques. Alors, les communes ont quand même un rôle à jouer parce qu'en fait, quand il y a un événement dangereux, un événement catastrophique, typiquement ce qui s'est passé dans le Pas-de-Calais récemment, on fait partie. En fait, ce sont les communes qui font des demandes de reconnaissance d'état de catastrophe naturelle auprès du préfet. Donc, il faut vraiment que ce soit la commune qui est demandée. Et à partir du moment où c'est reconnu, et donc encore une fois, c'est à l'échelle des communes que c'est reconnu, une fois qu'une commune est reconnue comme étant concernée par un état de catastrophe naturelle, là, les habitants vont pouvoir faire la demande d'une prise en charge. Alors après, c'est une prise en charge vraiment de la même façon que toutes les autres systèmes d'assurance. Donc, voilà, assez classique. Les gens ont les mêmes indemnités. C'est assez bien couvert et il n'y a pas de très grosses franchises quand même. Après, voilà, il y a toute une question de temps qui est aussi particulièrement délicate pour ces populations. Autre aspect financier, il y a la question des réductions d'impôts pour les travaux. Qu'est-ce qu'on sait là-dessus et qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Alors, pareil, c'est des choses qui sont très adaptées, pour le coup, très au cas par cas, je dirais. Donc, c'est souvent lié à des obligations
qui sont imposés aux habitants, enfin, aux habitations. Et donc là, il y a tout un tas de systèmes d'aide qui existent aussi. Alors, on reviendra là-dessus. Ce qui est assez compliqué, c'est que le système de l'État, ça fonctionne comme un dégrèvement d'impôts. Donc, ça veut dire que les gens doivent avancer l'argent avant de pouvoir, voilà, avant de finalement de retoucher l'argent en voyant leurs impôts déduits. Donc, ce qui est assez difficile. Enfin, des fois, on parle quand même de grosses sommes d'argent, de plusieurs milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros. Et donc, il y a des communes, c'est le cas d'une des communes sur lesquelles j'ai travaillé dans l'agglomération du Havre, la commune de Gonfreville-Lorcher. Et ben, elle avait tout un système d'avance sur travaux, de mise en place de prêts à taux zéro, etc., pour aider les habitations, les populations à payer. Et alors, peut-être pour préciser qu'il y a quand même une différence, encore une fois, c'est très dépendant des cas, mais pour les risques industriels, ben, on a quand même quelqu'un qui peut payer, c'est l'industrie. Et donc là, pour le coup, aujourd'hui, les industriels sont tenus de payer à 30% les industriels qui produisent des risques qui affectent les habitations sont tenus de payer 30% des frais de mise aux normes des habitations qu'ils impactent. Merci pour tous ces éléments, Cassandre. On va voir du côté de Claire si on a des questions dans le chat. On a essayé de respecter notre timing. Claire? Alors, on n'a pas encore de questions, mais du coup, pour lancer la dynamique, je vais en poser une moi, profiter. Je me dis 1983, ça paraît vraiment très très tard. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Est-ce qu'il y a eu une catastrophe à cette période-là pour qu'on s'y intéresse aussi tard, ou alors c'est juste que c'était pas géré à l'échelle du gouvernement? Ouais, non, c'est vrai que c'est une bonne question. Alors, c'est pas 1983 on commence à s'intéresser au sujet des risques. Il y a plein de choses qui existent avant, mais 1983 on en fait un sujet entier risque. C'est-à-dire qu'avant on parlait d'inondation, on parlait de risques technologiques, on parlait de sismique, et puis on parlait de maîtrise de l'aléa d'un côté, et on avait un peu des outils, alors pas grand-chose, des outils de maîtrise de l'urbanisme. Mais en 83, alors c'est Haroun Tazieff, je sais plus si le vulcanologue. Donc, pour le coup, voilà, il y a des risques de vulcanologie en France, mais finalement, c'est aussi pour plein d'autres risques il va permettre un peu, voilà, de sortir de cette réflexion risque par risque pour vraiment construire une politique publique cohérente sur l'ensemble de ces sujets. Merci. Et peut-être une autre question plus actuelle, parce que on parlait un peu des inondations récentes dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. On a entendu beaucoup dans les médias le gouvernement se déplacer, intervenir auprès des habitants, et finalement là, dans ce que vous disiez, on a l'impression que c'est pas forcément à ce niveau-là, ou alors ça se joue sur l'urbanisme, mais du coup sur un temps beaucoup plus long et pas forcément sur l'instant un peu, voilà, le moment chaud de la catastrophe. Bien sûr, ouais, tout à fait. Après, je pense que quand on a des événements d'une telle ampleur, avec en plus ce qui est particulièrement douloureux, je pense sur le Pas-de-Calais, je suis pas spécialiste, mais c'est la répétition des événements, et puis le fait d'avoir l'impression que ça se passe et puis que c'est pas forcément très médiatisé, donc c'est une façon de mettre l'accent, d'exprimer une solidarité nationale. Donc voilà, ça, je pense que c'est quand même des choses importantes à faire dans la réaction immédiate, mais bien sûr, les causes profondes de ces sujets, voilà, c'est du très long terme. C'est de la maîtrise de l'urbanisme principalement, et ça, l'État a un gros rôle, mais les communes sont en première ligne pour agir là-dessus. Ouais. Merci beaucoup. Du coup, je vous laisse poursuivre. S'il y a des questions, surtout n'hésitez pas. On va rentrer sur l'aspect plutôt local et sur les outils pratiques, les pistes d'avenir aussi qu'on peut développer, parce qu'on voit qu'il y a quand même des problématiques avec le Nord-Pas-de-Calais qui sont en train de revenir à la surface. Alors, quand on parle des communes, il y a des obligations légales du côté des communes, et puis aussi, il y a des documents. Il y a un document communal sur les risques majeurs, il y a des plans communaux de sauvegarde. Là aussi, qu'est-ce qu'on peut faire à cette échelle-là et qu'est-ce qui existe? Alors, donc, moi je pense que voilà, moi j'ai étudié l'échelle locale, je pense que les communes les communes et les intercommunalités sont particulièrement concernées par ces sujets-là. Ce qui est assez complexe, c'est que il y a des obligations, et puis il y a comment est-ce qu'on met en place ces obligations. Et c'est deux choses quand même très différentes. Alors moi, dans mon enquête, j'ai vraiment fait le parti d'aller voir des communes qui assumaient véritablement le sujet des risques.
et donc qui était plutôt proactive en la matière. Donc c'est plutôt sur celle-là dont je vais pouvoir parler, parce que sinon en fait on n'a pas grand-chose à dire pour celles qui font pas grand-chose, qui font finalement le strict minimum, voire même certaines n'appliquent pas forcément les obligations qui sont les leurs. Alors peut-être à leur décharge, je préciserai qu'il y en a beaucoup et que pour les petites communes ça peut être assez lourd à porter. Donc les communes, elles ont des obligations en termes d'information de la population. Donc c'est ce qui se passe notamment à travers un outil qu'on appelle le DICRIM, le document d'information communale sur les risques majeurs, donc qui est censé être distribué à l'ensemble de la population, qui recense. Excusez-moi, on peut y avoir accès normalement en mairie. Tout à fait, en mairie, souvent sur les sites internet et tout. Voilà. Alors après, justement, il y a des communes qui proposent des formules beaucoup plus, je n'ai pas envie de dire attractives, mais en tout cas qui donnent un peu, enfin qui modernisent un peu l'outil. C'est pas seulement si on fait une petite plaquette qu'on distribue une fois tous les 10 ans à la population et qui est juste accessible en mairie pour les gens qui connaissent, bah forcément, on va pas informer grand monde. Si on fait des opérations de communication, des expositions, alors, sur la commune du Havre par exemple, il y avait une exposition itinérante, il peut y avoir des événements, alors en Ile-de-France, à Nantes aussi, il y a des événements, je crois qu'en Ile-de-France, il y a quelque chose qui s'appelait Plouf. À Nantes, il y avait eu un événement, j'avais regardé Qui l'eût cru, voilà, je suis le mot, bien sûr, voilà, pour faire des choses, voilà, il y a des obligations, et puis il y a ce qu'on fait voilà, autour de ça. Merci. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir l'implication des populations. Il y a des réserves de sécurité civile, et là, ça veut dire que chacun ou chacune peut participer. Et comment ça marche? Ouais, tout à fait. Alors, ça, encore une fois, alors, pour le coup, c'est pas une obligation, contrairement aux documents d'information communale sur les risques, ou alors, c'est vrai que je vais pas reparler du plan communal de sauvegarde. Peut-être que je peux toucher 2 mots là-dessus, Oui, que vous mentionniez. Donc ça, c'est des outils obligatoires, et la réserve de sécurité civile, c'est quelque chose d'optionnel que les communes peuvent mettre en place. Et donc l'idée, c'est vraiment en fait de constituer des groupes de citoyens et de faire plus que juste les informer, mais de leur donner des outils pour qu'ils deviennent, alors pour enfin réussir à en faire des acteurs véritablement à l'échelle locale. Donc ça peut être, sur l'agglo du Havre, c'est assez développé. Ça peut être connaître le territoire pour savoir où intervenir, guider les personnes vers les abris. Donc par exemple sur le Havre, un des principaux risques, c'est les risques technologiques. Donc il faut se mettre à l'abri, se confiner. C'est pas du tout le même confinement que celui qu'on a vécu avec le Covid. C'est se confiner en fermant bien les fenêtres et en mettant du scotch sur les fenêtres partout et sur les portes pour éviter que l'air extérieur ne rentre. En tout cas, voilà, il y a plein c'est vraiment il y a une grande variété de solutions, enfin, de moyens d'impliquer la population qui existent pour les communes si elles en ont envie. Et puis, à l'inverse, si les gens en ont envie, c'est aussi quelque chose voilà, il y a plein de moyens finalement d'intégrer. Et la ville elle-même, elle peut développer des outils innovants. Il y a des systèmes d'alarme qu'on connaît, les sirènes, il y a des alertes différentes qui peuvent utiliser la radio, des systèmes SMS, des sites web. Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui est innovant? Vous l'avez dit, ouais. Alors, voilà, encore une fois, il y a les obligations et puis il y a une vaste champ d'innovation possible sur ces sujets-là. Alors, voilà, très traditionnellement, c'est les sirènes. Vous savez qu'on entend le premier mercredi du mois à midi, qui voilà, c'est montrer qu'il y a plein de gens ils savent pas ce que c'est, et ils les entendent pas parce que maintenant on a des doubles vitrages, etc. Donc il y a vraiment un gros sujet sur comment est-ce qu'on communique avec les populations plus efficacement. Alors il faut que je parle de ça là parce que voilà, c'est la grosse innovation qui arrive récemment, depuis quelques mois, c'est ce qu'on appelle le cell broadcast. Peut-être que vous avez entendu parler, puis peut-être que c'est des choses, c'est un peu des choses qui sont présentes dans les médias maintenant. J'ai entendu une émission qui parlait du Pas-de-Calais, justement, il y a des populations. En fait, très concrètement, on reçoit une alerte, mais même sans qu'on se soit inscrit sur rien du tout, etc. Le portable se met à sonner très fort et on reçoit une alerte. En fait, c'est lié aux antennes téléphoniques. Si on est situé dans une antenne qui est considérée comme une zone à risque, on va recevoir l'alerte
automatiquement. Donc ça, c'est considéré comme assez efficace. Alors là, les communes ne sont pas du tout partie prenante, malheureusement. Même si, alors comme la commune du Havre, elle a pu être hyper impliquée sur ce sujet-là, là, c'est voilà, c'est quand même pour le coup, on est sur un outil qui est très, l'État veut continuer à maîtriser pas mal, mais les communes, elles essayent justement, elles ont un vrai rôle à faire pour être un peu dans l'intermédiaire, vous voyez, entre la communication, enfin plan, les plaquettes, voilà, ça marche pas trop, et puis voilà, cet outil un peu un peu majeur, mais en cas d'alerte majeure. Plus interactif avec les populations, c'est ça. Et par exemple, sur l'agglomération du Havre, j'ai notamment étudié un petit peu la mise en place d'un outil qui s'appelait Allo Industrie, qui était vraiment une espèce d'outil justement un peu intermédiaire entre de la prévention des risques et de la gestion de crise, qui était l'idée, en fait, si on voit, alors on est sur des industries, donc si on voit des fumées, des bruits, des odeurs qui sont pas habituelles, eh bien les industriels avaient un outil, une plateforme de communication à la population pour expliquer ce qui est en train de se passer et pour un peu justement pour créer cette continuité d'information, pas justement ponctuelle, très classique sur les risques ou en cas d'événement majeur, mais créer comme ça quelque chose de beaucoup plus continu. Pour que les populations sachent ce qui sont en train de se passer. Et puis, surtout, le jour où il y a un accident et où il y a besoin de réagir très vite, eh bien, encore une plateforme très, très efficace pour être informé. Donc, c'était des outils assez intéressants développés. Alors, là, en partenariat entre la ville et les industriels du port du Havre. Alors là, si on redescend encore un peu plus sur le terrain, avec les mesures et les pistes qu'on peut trouver, au niveau personnel, il faut adapter ses habitations aux inondations. Et qu'est-ce que là, on peut donner comme principale piste, justement, pour faire face et réparer? Ouais, alors, peut-être que ce qui est important de dire, c'est que il y a plein d'outils. Enfin, faut pas se lancer tout seul là-dedans. Il y a plein de guides. Enfin, en fait, c'est souvent lié ce qui se passe. Je parlais au début de cette réduction de la vulnérabilité qui peut se faire par une action sur les bâtis. Alors, c'est des habitats, mais aussi des bâtis, des activités économiques, des établissements scolaires, des bâtiments publics, etc., qui peuvent être adaptés finalement au risque. Et donc, c'est souvent, il y a des réglementations, les plans de prévention des risques en particulier imposent un certain nombre de choses, donc il y a des guides, etc. Bien sûr, voilà, on peut aller chercher, c'est bien de savoir dans quelle zone de risque on est situé, mais c'est pas des choses, bien sûr, mais ce qui est important quand même de comprendre, c'est qu'il y a plein de choses à faire pour adapter mieux un bâtiment au risque. Alors, en fonction des risques auxquels il est exposé. Donc, c'est l'adapter, par exemple, des habitations qui sont inondées, qui sont inondables. Alors, le plus important, c'est d'avoir un étage pour pouvoir évacuer en cas d'inondation beaucoup plus importante que celle fréquente, bien sûr. Sauver des vies, c'est quand même la première chose qu'on cherche à faire. Et puis après, il y a essayer d'adapter les bâtiments pour que on réduise les coûts finalement quand ces accidents, ces inondations arrivent. Donc ça peut être avoir des sols lavables, par exemple, si on met du bois, alors que si on met un carrelage qui est facilement lavable, finalement le bâtiment va pouvoir repartir plus vite. Ça peut être d'installer tout ce qui est les installations électriques qui doivent être surélevées, parce que si il faut changer l'infrastructure électrique, forcément, ça va mettre beaucoup plus de temps. Donc voilà, il y a tout un tas de choses à faire bien, au niveau des habitations pour que. Et là, on va vers quelle source pour avoir les bons conseils sur son territoire? Alors, la commune, première, le document d'information des risques, un document communal d'information sur les risques majeurs. On peut aussi, bien sûr, regarder. Alors, normalement, quand on est locataire ou propriétaire, on a un document d'information sur les risques liés à son logement. Donc, on sait, en fait, si vous retournez dans votre dossier de location ou votre dossier d'achat, sauf si c'est un achat qui remonte à 30 ans. Mais sinon, en fait, il y a une information obligatoire sur les risques auxquels on est exposé qui est fournie à ce moment-là. Et puis, sinon, sur le site internet Géorisque.
On met Super. son adresse et on a les informations des risques officiellement reconnus pour son territoire. Et alors, si on veut jouer plutôt au niveau collectif sur un territoire, est-ce que là, il y a aussi des pistes pour essayer de penser la résilience globalement? Par exemple, je dis n'importe quoi, cartographier les risques. Qu'est-ce qui existe en fait à l'échelle? Alors, ouais, bon, on en a évoqué pas mal, hein, notamment la mise en place de ces plans de prévention des risques, la maîtrise et la régulation de l'urbanisme sur un territoire, c'est vraiment une dimension très importante. Après, il y a tout l'enjeu de préparation, d'acculturation et de préparation, de réduction des risques collectifs. Hein, donc, impliquer les activités économiques, les entreprises de réseau notamment. Ça, c'est autant de pistes qui sont importantes, et à la fois sur le volet prévention des risques, mais sur le volet préparation à un événement dangereux également. Il y a aussi la combinaison des risques qu'il faudrait aussi anticiper. Et ça, c'est peut-être pas à l'échelle individuelle. Tout à fait. Oui, ben ça serait très difficile de faire à l'échelle individuelle, mais alors peut-être on va revenir sur ce cas-là, c'est notamment un des gros sujets au Havre, Oui, on va en puisque parler. on est sur une zone industrielle et potentiellement en zone inondable. Est-ce que là, à ce stade, on a quelques questions avant de passer aux exemples concrets, les retours d'expérience de Cassandre? Claire? Oui, tout à fait. On a quelques questions. Alors la première, il y a déjà eu une partie de réponse. Donc c'était quand on loue, on achète un logement. On a effectivement ce document qui est fourni avec toutes les annexes et tous les types de risques. Mais voilà, si on habite sur le logement depuis longtemps ou si on n'a pas ces papiers sous la main, je pense qu'il y a le cas de beaucoup de gens. Comment est-ce qu'on se tient informé? Donc, ouais, le site Géorisque et sa commune. Le site Géorisque. Je ne sais pas s'il est déjà dans le chat, mais je pense qu'on le mettra aussi. Et après, alors une autre question sur l'information, on l'a un petit peu évoqué aussi, mais on demande si une alerte sur les portables, c'est possible quand tous les réseaux téléphoniques sont détruits, par exemple pour des inondations. Et peut-être de façon plus générale, effectivement, quel moyen est le plus résilient par rapport au risque pour être sûr que la communication passe quoi qu'il arrive. Ouais, c'est une très très bonne question parce que effectivement non, s'il n'y a pas d'antenne téléphonique, il y aura pas l'alerte, portable cell broadcast dont je vous ai parlé. Ce qui est le principe quand on parle d'alerte à la population, c'est le multicanal, le multicanal, la multiplication des outils, des plateformes, des outils d'information. Ça c'est connu, SMS, Internet, radio. On peut absolument pas mettre tous les œufs dans le même panier, c'est beaucoup trop risqué pour informer les populations. Donc ça bien sûr. Donc c'est pour ça de toute façon le dernier recours, d'où le fait que les communes soient bien informées, soient bien préparées et soient bien impliquées, c'est le haut-parleur au sein de la ville. C'est ça c'est le dernier le plus qui demande le moins de technologie et finalement le plus efficace. Alors pas en termes de ressources humaines, donc bien sûr la redondance et puis l'implication de tous les acteurs, c'est vraiment important. Entendu. Et il y avait une dernière question très différente, une question internationale. Quelqu'un qui dit après les grandes inondations en Allemagne en 2022, certaines routes sont reconstruites au même endroit. Est-ce que les scientifiques étaient contre et qu'en est-il en France? Je ne sais pas s'il y a des exemples un peu similaires où on reconstruit à l'endroit où c'est. Question. Ouais, c'est une très bonne question aussi. Alors je vois de quoi on parle hein, quand on parle des inondations il me semble dans le nord-ouest de l'Allemagne en 2022, qui étaient vraiment impressionnantes effectivement. Donc je sais pas exactement quels étaient l'avis des professionnels des risques sur la question. Alors en général, des routes, c'est pas des habitations. Donc exposer des routes, c'est moins grave qu'exposer des habitations aux inondations. Et en France, on a vraiment ce principe. Alors pas systématiquement, mais quand on a c'est un des principes des plans de prévention des risques. En général, ils interdisent la reconstruction d'un bâtiment s'il a été détruit pour le risque. Alors, pour le risque contre lequel on fait le plan de prévention des risques. S'il est détruit parce qu'il y a un incendie, etc., les gens ont le droit de reconstruire. Par contre, un bâtiment qui est situé dans une zone inondable, qui est détruit par une inondation en France, on n'a pas le droit de le reconstruire
Enfin, voilà, c'est un des principes. Hein, on ne reconstruit pas un bâtiment qui a été détruit dans une zone à risque. Pour les routes, je dirais que c'est sans doute différent. Alors, ce dont je me souviens en Allemagne, hein, ce qui a été beaucoup mis en cause, c'est pas. Alors, la prévention des risques était sans doute défaillante, c'est-à-dire la connaissance et où est-ce qu'on a construit, etc. Mais ce qui a vraiment surtout été très défaillant pour ces inondations, c'est l'alerte de la population et c'est la réaction immédiate des pouvoirs publics. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, une route, on peut la couper. C'est pas compliqué de couper préventivement une route dont on sait qu'elle risque d'être inondée. Donc, c'est vraiment, justement, c'est pour ça que ces sujets-là, ils doivent être pensés ensemble. La prévention des risques et la gestion de crise. Et c'est ça un des sujets. Enfin, moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est assez. En France, on a deux domaines qui sont assez séparés et l'enjeu, c'est comment, pourquoi, et puis il y a des limites à comment est-ce qu'on les pense ensemble, mais l'enjeu, c'est de les penser ensemble. Et peut-être une précision, vous disiez, si un bâtiment est détruit en zone, enfin par le risque, voilà, qui est défini par la zone, on peut pas le reconstruire, mais typiquement, dans le Nord-Pas-de-Calais, là, on disait ça, il y a eu déjà des inondations. Alors là, c'était juste le mois d'avant, mais il y a des inondations régulièrement. Ça veut dire qu'il faut attendre que le bâtiment soit vraiment à terre. À quel niveau, enfin à quel moment on considère que ça vaut plus le coup de reconstruire et on arrête de réparer? Alors pour l'instant, alors ça je pourrais pas, mais c'est bien dit, hein, c'est vrai, quand un bâtiment est détruit, on n'a pas le droit de le reconstruire. Quand un bâtiment est abîmé, on a le droit de demander des aides pour le réparer. Enfin voilà, pour réparer alors pas des problèmes structurels hein, justement, mais bien des problèmes d'étanchéité, de sol, etc., de peinture, bien sûr, ce genre de choses. C'est une très bonne question là. À partir de quel moment on dit stop? Alors, je suis pas sûre à 100% de ce que j'affirme, mais il me semble que collectivement, c'est-à-dire au niveau des règles nationales d'État, on n'a pas. C'est les gens qui vont dire, stop, j'en ai marre. Et puis, mais bon, ça a posé une vraie question parce que qu'est-ce qu'on fait collectivement de ces bâtiments? Est-ce que les communes vont les racheter? Parce que si l'État n'impose pas une expropriation, est-ce qu'ils le vendent à quelqu'un d'autre qui est dans la même situation de risque parce que eux, juste ils en ont marre, ils partent. Là, l'important, ce serait de prendre en charge ça collectivement, c'est-à-dire racheter, voilà, pour que les gens puissent partir. Et ça, c'est un vrai sujet et qui se pose notamment beaucoup. Permettre de revenir sur ce sujet-là, surtout les risques plus lents, en fait, notamment liés au changement climatique. Par exemple, l'érosion. C'est pas pris en compte dans les dispositifs nationaux type catastrophe naturelle, catnat dont je vous parlais. Parce qu'en fait, comme c'est des choses lentes qui sont très visibles, on considère pas que ce sont des catastrophes parce que on peut anticiper que ça va arriver. Et donc, avec une vraie question de collectivement, est-ce qu'on aide les gens à partir de ces zones quand même qui sont quand même dangereuses en fait. Merci Cassandre. On va essayer de parler de nos retours d'expérience, de les vôtres en l'occurrence, sur 3 secteurs géographiques. C'est très intéressant parce que vous avez étudié spécifiquement différents territoires et on voit que c'est relativement complexe. Le Havre, par exemple, il y a des implantations portuaires et là, on est sur une forte densité Seveso. Expliquez-nous ce que c'est. Alors, les industries Seveso, ce sont des industries classées pour la protection de l'environnement et qui sont même en fait les plus dangereuses des dangereuses, quoi. Donc il y en a, alors si je dis pas de bêtises, il y a 16 Seveso, enfin il y avait en tout cas à l'époque, ça peut changer un petit peu, Seveso seuil haut, donc c'est vraiment les plus dangereuses des plus dangereuses sur l'agglomération portuaire, enfin sur le port du Havre. Et donc c'est des entreprises pour lesquelles il va y avoir une attention particulière qui est faite, et notamment c'est autour de ces industries vont être développés des plans de prévention des risques technologiques. Et donc, c'est exactement comme pour les inondations, la régulation de l'urbanisme, soit par l'interdiction de construction, soit par des mesures d'adaptation du bâti aux risques qui sont imposés sur ce territoire. Ça veut dire qu'on va anticiper ce qui pourrait arriver et que là, justement, on est sur un secteur un peu particulier, parce qu'il y a les crues de la Seine d'un côté et puis la hausse du niveau de la mer et un risque industriel. C'est pas mal. Oui, mais ils sont un peu gâtés.
Non, c'est un vrai sujet en fait qui émerge. Alors là, qui émerge très récemment au Havre. Alors, ce qui est assez impressionnant, enfin, c'est que pour le coup, la commune est très très impliquée. Enfin, l'intercommunalité est très impliquée sur ces sujets de risque au Havre. Hein, donc, avec beaucoup de dispositifs innovants. Enfin, voilà, beaucoup de démarches très proactives. Enfin, je vous ai présenté quelques éléments. C'était assez frappant après la catastrophe de Lubrizol, vous vous souvenez, à Rouen, en 2019. Donc moi, c'était en plein pendant mon enquête. Et quand j'ai été interroger les personnes impliquées au Havre sur ce qui se passait à Lubrizol, ils me disaient eh ben, nous, on veut pas faire pareil. On veut pas avoir le même type de communication. Il n'y a pas du tout le même rapport à l'industrie. Parce qu'à Rouen, l'industrie est au cœur de ville. Au Oui. Havre aussi, mais il y a beaucoup moins cette distance et cette volonté d'éloigner l'industrie qui peut exister à Rouen. Et du coup, la grande incertitude aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait alors qu'on sait qu'à terme, le niveau de la mer va monter. Alors, c'est pas tant le niveau de la mer en lui-même que le fait qu'il peut y avoir des tempêtes qui vont causer un niveau d'eau encore supérieur. Et comment est-ce qu'on adapte les industries donc là, il y a une vraie grosse question qui se pose, alors qui est affrontée hein, localement, mais voilà, qui va poser des difficultés importantes. Parce que c'est imbriqué et justement, il faut comprendre les différents éléments, comme vous le dites, depuis le début. Et vous avez aussi travaillé sur Nantes, le front d'estuaire. Et là, c'est très intéressant parce qu'il y a les mêmes problématiques de hausse de la marée. Et puis aussi la question de la dynamique de la Loire. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cette deuxième étude que vous avez réalisée? Ouais. Alors, pardon, ouais, c'est le fond d'estuaire. J'ai pas le Havre est en front d'estuaire, c'est tout à l'avant de l'estuaire, alors que Nantes, eh bien, est en fond d'estuaire. Il y a Se tromper sur les mots. c'est à l'interface entre finalement est concerné à la fois par des inondations fluviales et par des inondations liées à des tempêtes qui font augmenter le niveau de la mer et donc qui affectent la ville. Donc oui, il y a plein de, enfin voilà, il y a une double complexité du risque d'inondation à Nantes. Où alors c'est ça qui est intéressant à Nantes, les modélisations d'une crue de la Loire future ont pris en compte une hausse du niveau de la mer d'1 mètre d'ici à la fin du siècle, alors qu'au Havre on a pris en compte une hausse du niveau de la mer de 60 cm au maximum. Voilà, on voit parce que les impacts ne sont pas les mêmes, donc c'est plus facile quand on est en fond d'estuaire d'être un peu plus maximisant sans doute que quand on est en front d'estuaire. Et apparemment, la ville de Nantes a vraiment fait un gros travail de fond pour essayer d'adapter toutes ces infrastructures, là de manière transversale, comme on l'évoquait, et aussi d'avoir de très nombreux acteurs qui sont associés. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette implication des populations, des acteurs et des infrastructures, qui est assez originale? Ouais, tout à fait. Alors, qui existe un peu dans d'autres villes, ils sont notamment beaucoup inspirés de l'agglomération parisienne pour essayer de mobiliser les entreprises de réseau, notamment présentes sur le territoire, parce que bon, voilà, une fois ce qui existe beaucoup pour l'instant, c'est comment on adapte les bâtiments, mais une des inconnues, hein, c'est face au risque, c'est comment les réseaux vont réagir finalement, parce qu'en plus on sait qu'ils sont énormément interdépendants, c'est-à-dire que le réseau, à peu près tous les réseaux ont besoin du réseau électrique, bien sûr, ça on le visualise très bien, mais par exemple le réseau électrique a lui besoin du réseau de télécommunications. Donc, pour fonctionner, donc tous ces réseaux, il suffit qu'il y en ait un qui tombe à un endroit pour que potentiellement il y a d'autres réseaux qui soient affectés. Et de la même façon, n'est pas affecté que l'espace concerné par l'inondation, mais potentiellement beaucoup plus largement, puisque les réseaux sont très interconnectés. Donc, il y a un gros travail qui est fait voilà, pour d'abord cartographier ces interdépendances, déjà les comprendre, bien les mesurer, parce que les réseaux se développent et on n'a pas forcément conscience de ces interdépendances. Et puis, une fois que ça s'est fait, avoir encore une fois une action de prévention des risques, c'est-à-dire, par exemple, de surélévation surélévation des postes électriques ou mise en place de mesures de protection qui peuvent être permanentes ou qui peuvent être temporaires. Il y a aussi tout un volet de préparation à la gestion de crise, c'est-à-dire que tous ces acteurs-là se connaissent pour plus facilement, c'est-à-dire se connaître encore une fois bien en amont pour si un jour il y a un problème, être capable d'intervenir et de communiquer
de façon assez fluide les uns avec les autres. Merci. On va essayer de revenir sur la région parisienne, l'Île-de-France, qui nous intéresse particulièrement, et justement la gestion de la Seine dans Paris. Est-ce qu'on pourrait faire un petit, vous avez travaillé aussi sur la question, un petit focus sur la gestion de la Seine dans Paris avec les partenaires impliqués? Oui, alors bon, je travaille sur la question, mais je dois dire quand même de façon plus éloignée, parce que c'était pendant mon master que j'ai fait en Île-de-France. Donc avant que je vienne sur le campus de Marne et puis que je m'intéresse au cas de Nantes et du Havre. Donc, y a ce qui est assez intéressant, c'est que alors, historiquement, il y a des plans de prévention des risques qui sont mis en place sur Paris. Alors, avec, pour le coup, on n'interdit pas de construire dans les zones, mais là, l'enjeu, c'est bien d'adapter l'urbanisme existant et de renouveler en zone urbaine en adaptant l'urbanisme aux risques. Il y a plusieurs projets assez intéressants à ce titre-là. Mais assez, voilà, qui tentent des choses en Île-de-France. Et puis après, il y a tout le volet gestion de crise. Et alors moi, j'ai notamment, c'est la préfecture de police de Paris. Forcément en Île-de-France, tout est un peu différent. Les institutions, c'est pas exactement les mêmes acteurs que dans le reste de la France. Mais donc la préfecture de police de Paris, ce qu'on appelle la zone de défense, qui est très impliquée en la matière, qui avait notamment mis en place en 2016 un grand exercice de simulation de la crue de la Seine qui a permis de mobiliser plus de 150 personnes, 150 organisations, pardon, voilà, très variées, des entreprises de réseau, bien sûr, Veolia, Enedis, la RATP, la SNCF. C'est pas la même échelle, si j'ai bien compris. Non, pas tout à fait. Il y a aussi la question des hôpitaux, il y a une densité aussi au niveau santé qui permet d'être plus réactif, je suppose. Oui, alors oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Ça, c'est un peu tout le paradoxe. Le milieu urbain est à la fois très vulnérable du fait de l'interdépendance des réseaux et en même temps dispose de très nombreuses ressources. Donc c'est un peu cette résilience est difficile à mesurer de ce point de vue-là. Alors, il faut quand même préciser qu'il y a un certain nombre d'hôpitaux de Paris qui sont en zone inondable. Donc là, il y a un vrai, ils sont bien sûr au courant et il y a des plans pour faire face à ça, mais évacuer un hôpital, c'est pas évacuer une habitation. C'est un vrai gros sujet pour l'Île-de-France aussi. Et on va essayer de rebondir pour terminer sur la question qui nous préoccupe, c'est le périurbain. Le rapport entre Paris-Centre et le périurbain, les questionnements, les moyens, est-ce qu'on peut faire un point très rapide? Ouais. Ce qui est important de comprendre, c'est que, alors encore une fois, là on parle d'inondation, qui est une partie spécifique de mon travail. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les territoires sont fortement interdépendants. Donc, c'est-à-dire que si on artificialise un endroit, eh bien l'inondation risque de survenir à un autre endroit. C'est le principe des bassins versants qui fait que quand une goutte d'eau tombe à un endroit, elle va finir par arriver à l'embouchure de ce bassin. Donc, il y a une vraie, c'est pris en charge aujourd'hui à l'échelle des bassins versants. Donc, c'est à cette échelle-là que les choses se réfléchissent. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, Claire, avant de clore notre échange? Alors, pas de nouvelles questions, mais je vais encore profiter de mon privilège avec un dernier point pour savoir à quel point l'impact du changement climatique est pris en compte, ou comment il est estimé, parce qu'on entend beaucoup dire que ça va impacter sur les aléas. Et vous avez dit que, effectivement, c'était compté 1 mètre, par exemple, d'élévation du niveau de la mer dans une ville et 60 cm dans une autre. Comment est-ce que c'est pris en compte Ouais. Alors, c'est très difficile. Alors, finalement... alors ça, c'est le projet, c'est bien, c'est parce que ça fait la transition, c'est mon prochain projet de recherche, de réussir à sortir seulement du sujet des risques et de comprendre comment est-ce qu'on intègre. Enfin, ma grande question, c'est est-ce que les outils qu'on a aujourd'hui en France pour faire face aux risques du changement climatique, on utilise plutôt les outils classiques de gestion des risques? Et je suis pas sûre que ce soit les outils les plus adaptés. Voilà, parce que alors en France, parce que c'est des outils qui prennent beaucoup de temps à être mis en place, comme les PPR, qui sont pas forcément très flexibles. Donc il y a un vrai sujet là-dessus.
Et alors, bon, officiellement, hein, en France, on demande aux territoires littoraux de prendre en compte une hausse de 60 cm du niveau de la mer d'ici à 2100. Voilà, la ville de Nantes, enfin, c'est pas que la ville, c'est les acteurs impliqués dans l'agglomération nantaise ont décidé, c'était un peu avant que la réglementation soit mise en place, ont décidé d'être proactifs finalement en la matière, mais c'est vrai que ça pose beaucoup de questions parce que ça veut dire que les territoires ne font pas tous la même chose, donc la question voilà, de la cohérence de tout ça est quand même importante. Merci Cassandre. On va essayer de respecter notre timing et de boucler en remerciant d'abord Cassandre, toutes les personnes qui nous ont suivis et puis l'équipe technique en back-office. On a quelques petites annonces à vous faire aussi pour la suite de nos aventures dans la Fabrique des Savoirs, notamment un cycle à Ponto Combo sur le sport et les JO, Claire. Oui, bah voilà, tu as presque tout dit. Donc, ça sera à la médiathèque François Mitterrand de Ponto Combo, pardon. Et donc, il y aura 3 rendez-vous en avril, mai, en juin, et vous pourrez retrouver toutes les infos sur le site de la Fabrique des Savoirs qui a déjà été mis dans le chat. Et pour celles et ceux qui se baladent dans les équipements culturels de l'agglo, vous avez la petite brochure Sciences de saison, voilà, qui est toujours un peu dans le même look avec des couleurs différentes selon les saisons. Et donc, n'hésitez pas à le prendre. Vous avez dedans toute la programmation des événements de diffusion des savoirs au sens large sur le territoire de l'agglomération. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur le terrain dans le cycle Sport et Sciences. Merci beaucoup. Merci.